La grève peut-elle faire plier le gouvernement français? C'est une question qui est souvent revenue sur le devant de la scène dans l'histoire de la vie politique française. Avec nous pour en parler, Richard Verly. Bonsoir Richard, correspondant France-Europe pour le média suisse Blick. Jean-François Madieu, spécialiste des relations sociales. Bienvenue à vous. Vous êtes professeur à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et à vos côtés, notre éditorialiste Iman Zeguidour qui nous dira notamment à quand remonte la toute première grève de l'histoire, non pas en France mais à l'échelle mondiale. Richard Verly, cette troisième journée de mobilisation, vous la trouvez réussie ou pas ? Écoutez, je la trouve réussie pour une troisième journée. C'est quand même un sacré effort de faire redescendre à chaque fois les gens dans la rue, de les mobiliser. On sait aussi qu'il y aura une autre manifestation importante samedi. Donc oui, la mobilisation, elle est au rendez-vous. Les syndicats font le job, ils restent unis. Apparemment, en tout cas moi, quand j'ai quitté le cortège, il n'y a pas eu de violence sur un parcours parisien qui était quand même un peu risqué, puisque c'était les grands boulevards avec énormément de vitrines. Ouais. Je ne sais pas ce qu'il en est maintenant, mais on peut dire que socialement, la mobilisation est au rendez-vous. Ouais. Est-ce que ça va suffire? C'est une autre question. Et si elle fléchit un peu dans quelques villes, cette mobilisation, attendons de voir samedi, c'est là où on aura un nouvel indicateur. C'est vrai qu'il y a un élément quand même, j'allais pas dire nouveau, mais comme dit Richard Verly, ça se passe bien, on a le sentiment qu'on revient en France à une tradition ancienne, à savoir que des Françaises et des Français s'approprient la rue et ça se passe bien. Oui, c'est un revirement complet par rapport à ce qu'on a connu depuis 2016, où on pouvait quasiment pas avoir une manifestation sans qu'il y ait des black blocs, des affrontements. Il y a eu bien sûr l'épisode des Gilets jaunes. Pourquoi on les voit moins d'ailleurs? La question peut surprendre, mais pourquoi on les voit moins? Je crois qu'il y a plusieurs explications. Une explication importante, c'est qu'il y a beaucoup de monde, des services d'ordre très importants. Vous avez quand même toutes les organisations syndicales. Tout ça est très bien préparé en lien avec la préfecture de police. Tous les syndicats de policiers sont d'ailleurs également dans les manifestations. Mais si vous voulez, il y a une nettement meilleure gestion, un contrôle très important. D'autre part, il faut ajouter que ceux qui voudraient en découdre n'ont pas, actuellement une opportunité. Ils sentent que c'est pas leur place, en fait. Pas pour le moment. Ouais. Mais cela dit, c'est très fragile. D'ailleurs, Laurent Berger l'a dit, a signalé qu'évidemment, on a toujours ce risque. Si d'ici quelques jours, quelques semaines, plus exactement, bien la situation reste bloquée, il est quasiment évident que nous reverrons dans la rue des militants d'ultra-gauche, des black blocs, des gilets jaunes, comme on dit, mais qui seront présents. Je ne pense pas que ce sera le cas ce samedi. Il y aura probablement beaucoup de monde, mais pas encore ce que je viens d'évoquer. Mais le risque est réel, évidemment. Alors l'intersyndicale demande le retrait pur et simple de l'âge du recul, de l'âge de départ à la retraite de 64 ans. Mais la question qu'on se pose ce soir, c'est la grève peut-elle être efficace? Pour l'instant, on peut presque dire oui, puisqu'Elisabeth Borne dit que cette réforme peut être améliorée et que ce week-end, elle a décidé de revenir notamment sur la question des carrières longues. C'est-à-dire qu'un jeune qui commence à travailler à 20-21 ans ne partira plus à 64, mais à 63 ans. La grève finit-elle par payer? Je n'attribuerai pas les concessions actuelles d'Elisabeth Borne directement à la mobilisation. Elles ont plutôt à voir avec les exigences des Républicains au Parlement qui font monter les enchères et comme elle sait qu'elle a besoin d'une majorité... Mais parce qu'il y a l'opinion publique qui pousse aussi. Voilà. Le curseur, si vous voulez, ce qui est très intéressant, c'est que les syndicats, ils ont un curseur en vue. Et les syndicats, et derrière eux, les millions de personnes qui défilent. C'est l'âge des 64 ans. Jusqu'à maintenant, sur ce sujet, Elisabeth Borne, elle n'a pas bougé. Et elle a dit qu'elle ne bougerait pas. Et puis, il y a le jeu parlementaire des Républicains qui, eux, sont sur la durée de cotisation. Et là, il y a, je dirais, peut-être un accord en vue parce que c'est moins visible. Mais disons aussi que les 64 ans, vous savez, pas plus tard qu'aujourd'hui, j'avais un briefing avec des diplomates européens. Vu d'Europe, le curseur des 64 ans, c'est ce qu'on regarde. Est-ce que Macron va tenir ou pas sur les 64 ans? Donc il est quand même très peu probable que là-dessus le gouvernement bouge, d'où le risque de violence, parce que malheureusement, et là encore, pardonnez-moi de prendre un point de vue un peu européen, on sait qu'en France, la violence, ça marche. Ouais. En France, la violence, ça marche, et quand on casse, on a plus de chances d'obtenir ce qu'on veut. En même temps, il n'y a pas que la casse qui a fini par faire plier des gouvernements dans le passé. On peut penser au CPE, notamment, contrat première embauche, on peut penser... Voilà, donc il y a d'autres scénarios, vous avez raison. Le scénario CPE, c'est différent. C'est pas à proprement parler la casse. C'est plus exactement le fait que quand vous avez des étudiants et surtout même des lycéens qui sont dans la rue, dans des manifestations, c'est très compliqué. Le maintien de l'ordre risque de mal tourner, ça devient ingérable, les universités sont toutes fermées et c'est trop dangereux et c'est impossible à assumer pour les pouvoirs publics. Donc si vous voulez, c'est une autre possibilité. Pour le moment, les conditions ne sont pas réunies, c'est assez calme dans les universités, les lycées ne suivront peut-être pas. On ne sera peut-être pas dans ce scénario. Mais c'est la grève qui peut finir par payer pour les syndicats ou c'est le blocage
c'est pas la même chose. À l'automne dernier, on a vu, à l'automne dernier, il n'y avait pas forcément de manifestation, si je me souviens bien. Si, il y avait aussi manifestations en même temps. Mais les raffineries, c'était plus des actions et des blocages. Mais il y avait des manifestations aussi. Et d'ailleurs, ça suffit dans les raffineries parce que la CGT y est très bien implantée. Les grévistes sont puissants. Il faut savoir que les grèves étaient moins efficaces depuis ces dernières années en France parce que dans les transports, par exemple, les gens s'organisent. Il y avait, si vous voulez, une moindre efficacité. Et les gens participaient moins aux grèves en France. Mais il y a des éléments nouveaux. On l'a vu au mois d'octobre, vous avez raison de le signaler, ou dans le transport aérien cet été. L'élément nouveau, c'est que nous avons beaucoup de vulnérabilité en France. Pour dire les choses autrement, il y a besoin de peu de grévistes à quelques endroits pour que nous n'ayons plus d'électricité, pour qu'il n'y ait plus de carburant, pour que la logistique ne soit plus assurée, qu'il n'y ait plus de transport, etc. Et dans le transport aérien, il n'y a pas besoin de beaucoup de personnel en grève pour que les aéroports soient engorgés et qu'il n'y ait plus d'avions. Donc si vous voulez, ça a complètement changé la donne. Donc il y a une fragilité aujourd'hui, ce qui fait qu'on n'est plus dans le scénario classique de la grève à l'ancienne. Et vraiment, il suffit d'un peu d'imagination pour les organisations syndicales et ça peut être tout à fait efficace. Slimane, je vous pose la question dans un instant. À quand remonte la première grève? À l'époque, il n'y avait pas de raffinerie. Mais Richard Verly, si on ouvre un peu le débat, il y a les propos de Philippe Martinez aussi aujourd'hui qui dit, parce qu'on est sur une question à la fois sociale, sociétale, d'un rapport au travail, Philippe Martinez dit, si cette réforme passe, il dit au président de la République, attention, Marine Le Pen gagnera à la prochaine présidentielle. Y a-t-il, oui ou non, une Alors question lui, de il cause à le dit, effet? moi je dis, elle peut gagner. C'est sûr que là, pour l'instant, d'un point de vue politique, et tous les sondages le montrent, elle est la grande gagnante de ce qui se passe. Mais les Français sont à 72% contre ce texte, mais ils sont persuadés qu'elle va finir par passer. Mais quelles conséquences si elle passe? Mais parce que les Français sont lucides. Ils ont conscience, d'abord ils connaissent les institutions, et la presse leur explique en permanence. Ils savent que le gouvernement a les moyens de faire passer ce texte, soit avec une majorité, c'est le scénario que privilégie Elisabeth Borne grâce aux Républicains, soit sans majorité, par ordonnance ou avec le 49-3. Donc effectivement, je dirais d'un point de vue institutionnel, c'est plié, c'est sûr. Là où Marine Le Pen, il faut reconnaître en ce moment, fait un sans faute, c'est qu'elle n'est pas à la tête des manifestations, elle n'a pas appelé ses troupes à manifester, elle s'est concentrée sur la bataille parlementaire. Au moment des Gilets jaunes. Et au fond, elle engrange pour le moment. Et elle a quand même marqué un point avec le rejet de cette motion référendaire. Elle n'était pas la seule à en présenter, la NUPES également. Mais il n'y a pas eu de majorité pour un référendum. Et dire aux Français, moi je voulais un référendum, il vous a été refusé, c'est un argument qui peut peser. Qui peut peser. Slimane, la première grève? Alors, on dit que c'est la première grève parce que c'est la première grève connue, répertoriée. Et celle-ci qui s'est déroulée au XIIe siècle, avant Jésus-Christ, en Égypte, sous le règne de Ramsès III, qui a eu lieu donc en Haute-Égypte, dans le village qui s'appelle aujourd'hui Deir el-Madina, c'est une grève qui a fait l'objet d'un document écrit qui s'appelle le papyrus de la grève. Alors, c'est une grève qui a réussi, qui a duré 6 mois et qui a réussi. Et là, on va trouver un élément prémoderne. Pourquoi elle a réussi? Parce que c'était une grève, non pas d'ouvriers, journaliers, paysans, fellahs, mais c'est une grève d'une aristocratie ouvrière, de constructeurs de temples funéraires et de palais royaux. Donc c'était des charpentiers, des tailleurs de pierre, des sculpteurs, des graveurs, donc des gens qu'on ne pouvait pas remplacer. Et le plus intéressant, c'est qu'ils étaient conscients de cette force et ils savaient que ne pouvant pas être remplacés, le pouvoir en place allait être obligé de les écouter. Et c'est ce qui s'est produit. 6 mois après, ils avaient obtenu satisfaction. Et en fait, leur revendication, c'était que les entrepôts qui leur fournissaient la nourriture, l'huile, le blé, les légumes et les fruits, n'assuraient plus cette fonction de ravitaillement. On pourrait dire aujourd'hui, avec un terme moderne, qu'il y avait des pénuries. Et c'était cela qui les avait poussés à entrer en grève. Voilà pour ce passionnant retour sur l'histoire. Slimane, restez avec nous. Une question quand même. Pourquoi tout le monde dit que finalement elle passera? Qui sait cette réforme? On ne sait pas de quoi vont être faites les prochaines semaines. Oui, vous avez raison, c'est vraiment frappant qu'à ce niveau, c'est plus de 70%, les gens aient le sentiment que rien n'empêchera
exécutif d'aller le Parlement. Et je crois que ça traduit la défiance ou la crise de confiance à l'égard du politique en général, peut-être. Ouais. Et le sentiment qu'ont les gens qu'il va y avoir du tripatouillage à l'Assemblée ou que finalement, même s'il y a une majorité dans le pays, ça ne se... Mais je citais Philippe Martinez qui dit aussi, il le dit presque, hein, en fait c'est presque un aveu, il dit inconsciemment, il ne dit pas elle va passer, mais il dit de toute façon Emmanuel Macron, on a fait une question d'ego. C'est à ce moment-là qu'il dit d'ailleurs, il dit deux choses. Il dit c'est une question d'ego pour le président de la République, il ira jusqu'au bout. Oui. Et donc ensuite, si ça passe, attention, c'est Marine Le Pen qui gagne. Est-ce qu'il y a une question d'ego? Est-ce qu'Emmanuel Macron veut qu'on retienne ça de ces deux quinquennats? Oui, c'est possible qu'il y ait un enjeu, mais il y a vous avez raison, il y a toujours un coefficient personnel, mais il y a un élément... Enfin, Philippe Martinez a raison, moi je ne le dis pas. Mais il y a un élément qu'on n'a jamais trouvé dans tous les conflits qu'on a en France depuis très longtemps. On n'a jamais connu une situation dans laquelle, au moment où vous avez le conflit, vous avez une assemblée au sein de laquelle il y a une majorité aussi relative, une telle faiblesse, et du coup un contexte incroyable qui fait que on va arriver, vous allez voir dans quelques jours, à une situation où nous aurons le nom de tous les parlementaires. Pour chacun d'entre eux, on va savoir comment ils votent. On se demande déjà comment il va voter, mais on va le regarder de près. Et ça ressemble à ce qui existe à l'étranger, mais que la France ignore totalement. C'est qu'aux États-Unis, la AFL-CIO, le syndicat, publie sur son site internet, n'importe qui peut y aller, de façon très très facile à consulter. Tout le monde peut savoir comment votre parlementaire, votre représentant au Congrès, comment il a voté, est-ce qu'il vote de façon favorable aux travailleurs ou pas. Ouais. Et en France, on est en train de rentrer exactement dans la même chose. Pour l'instant, les syndicats sont réticents, mais on n'a jamais connu un tel contexte. C'est une bonne chose politiquement. C'est une transparence. Quelque chose de nouveau. Alors, c'est sûrement après tout une bonne chose. De toute manière, la transparence est une bonne chose. Si tant est qu'il n'y ait pas de pression sur les élus ou de. Mais les pressions, ça reste correct. Ouais. Voilà. Moi, je pense que c'est assez logique qu'on en arrive là. Cela dit, les élus en France maintenant sont protégés par quelque chose qui s'appelle le non-cumul des mandats. À une époque, c'était très difficile pour un député maire d'aller contre la majorité dans sa commune. Maintenant, c'est plus facile. Mais pour en revenir à Emmanuel Macron, moi, je ne crois pas que c'est une question d'ego. Je crois qu'il y a Emmanuel Macron, il y a deux choses. D'une part, il est venu avec une promesse depuis le début de réforme des retraites, même si la première réforme n'était pas celle-ci. Mais c'était, au fond, constitutif de son engagement à réformer la France. Et la deuxième chose, disons-le, c'est que s'il veut rester crédible... C'était la retraite à points, c'est ça? C'était la retraite à points, la première qui a ensuite été retirée. Mais l'autre chose, c'est que s'il veut rester crédible dans ses négociations actuelles avec ses partenaires européens, notamment pour un prochain plan de relance, il a besoin de montrer qu'il peut réformer la France et que la France n'est pas, au fond, un pays qui ne fait, pardonnez-moi l'expression, que dépenser. C'est une réalité et je peux vous promettre que, bien sûr, le gouvernement ne le dit pas publiquement, mais dès qu'ils sont en privé, ils le reconnaissent. Il leur faut cette victoire. Il faut 287 députés, c'est ça, pour que ça passe? Oui, il y en a 577 au total. C'est ça, et il y en a aujourd'hui 189, 188. Oui, mais si vous faites les calculs avec les Républicains, tout se joue au niveau des Républicains en ce moment. Et encore une fois, n'oublions pas, grâce à cet article 47.1 de la Constitution, le fameux projet de rectificatif de budget de la Sécurité sociale, le gouvernement peut, à l'issue de 50 jours, s'il n'y a pas eu de décision au Parlement, passer par ordonnance ou bien engager sa responsabilité, le 49.3. Et pour l'instant, on n'imagine pas, ça ne veut pas dire effectivement, vous avez raison de le souligner, on n'imagine pas que la NUPES et le Rassemblement national votent ensemble. Jean-François Madieu, la dernière question, elle est pour vous. Qu'est-ce que ce mouvement social et ce bras de fer entre le gouvernement et une partie des Français nous dit aujourd'hui de la société française, du rapport au travail? C'est quoi? C'est la crainte d'un avenir et à chaque fois de repousser à 64, 67 par la suite comme les voisins européens? Oui, oui, vous avez raison, il y a plusieurs points. D'une part, tous les... comment dire, quand le gouvernement utilise l'argument du benchmark, regardez dans les autres pays européens comment ça se passe, et les comparaisons internationales sur les retraites, par exemple, sur l'âge de départ ou sur autre chose. C'est inopérant aux yeux des Français globalement, parce que ce que justement ce conflit montre, c'est en fait un attachement profond des Français à leur modèle social, avec tout ce que ça suppose, et je dirais quoi qu'il en coûte. Et là, c'est très profond, donc système de santé, éducation gratuite, protection contre le chômage, etc. Donc, et là, évidemment, on retrouve exactement la même question. Donc, c'est vraiment un élément qui est marquant. Après, vous évoquez le travail. Il se trouve que dans cette affaire de retraite, vous voyez qu'il y a un sujet central, c'est non seulement le travail, mais surtout la question des seniors. Et la France se caractérise par
par rapport à tous les autres pays, qu'ils soient européens, mais même au plan international. Un chômage des seniors. Non, et l'agisme, c'est-à-dire le fait que nous n'aimons pas nos seniors en emploi, nous ne voulons pas les recruter, et la France... C'est la grande question. Merci à vous d'avoir été avec nous, à tous les trois.